Après Fukushima, nombreux sont les pays qui se sont posé la question de l'après-nucléaire et du démantèlement de nos vieilles centrales, parfois dépassées technologiquement et pouvant devenir dangereuses. Mais les concepteurs des centrales nucléaires ont-ils réellement pris en compte l'éventualité d'un démantèlement ? La question du démantèlement, ça peut paraître curieux, est une question nouvelle. Ça veut donc dire que déjà, il y a un grand problème de faisabilité technique. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincé avec les déchets. Et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Nous, citoyens, on n'en veut pas. Je n'en veux pas dans l'Aube, je n'en veux pas dans la Haute-Marne, j'en veux pas dans la Meuse, j'en veux pas dans la région, j'en veux pas dans la France. La Terre n'en veut pas. On ne fait pas ce projet qui est fou. Là, c'est clair. Le nombre de risques totalement sous-estimés, non analysés et rencontrés dans les opérations de démantèlement industriel est phénoménal. Des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis savent désormais que démanteler une centrale nucléaire est une opération longue et délicate. 20 ans déjà que certains s'y emploient. Les problèmes techniques s'accumulent, les risques pour l'homme et l'environnement se multiplient, et pour ne rien arranger, ces opérations de déconstruction ont un coût exorbitant. Au point qu'il faille se poser la question aujourd'hui, sommes-nous vraiment capables de démanteler nos centrales nucléaires ? Bonjour, je m'appelle Tristram Stuart. J'ai été élevé dans une ferme de la campagne anglaise. Là-bas, on cultivait des légumes et moi, j'avais des animaux. Quand j'avais 15 ans, à l'école, j'allais toujours ramasser les restes de la cantine. Je les donnais à mes cochons. Déjà, le gaspillage me choquait. Des années plus tard, j'ai commencé une enquête sur le gaspillage alimentaire. Et j'ai vu que c'est un problème massif et mondial. Ici, dans cette usine, on traite une partie du gaspillage de Londres, la ville où je vis. Chaque année, les Anglais jettent plus de 16 millions de tonnes de nourriture. Et souvent, elle est encore comestible. Et ce qui se passe ici se répète chaque jour dans le monde entier. Regardez ça. Pain, salade, légumes, fraises et pizza. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la production dans le monde est gaspillée, alors qu'1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. Pourquoi ce gaspillage? Quelles sont les solutions qui existent? De New York à Bombay, des forêts de l'Équateur aux supermarchés de Tokyo, sans oublier la France et Londres, je vous emmène faire un tour du monde du grand gâchis alimentaire. En France, chaque habitant jette 90 kilos de nourriture par an. Ça fait 430 €. La moitié de ces aliments gaspillés sont des fruits et légumes. Pourquoi? En partie à cause de nos mauvaises habitudes de consommation. Nous avons tellement voulu maîtriser l'agriculture que nous empêchons la nature de faire son travail.
Depuis plusieurs années, les excès de la finance provoquent la colère des peuples. Une finance devenue folle, incarnée par une banque surpuissante. Si vous deviez choisir une banque qui, sur une longue période, a vraiment façonné la pensée unique, ce serait certainement Goldman Sachs. Une banque, plutôt un empire, riche de 700 milliards d'euros d'actifs, soit 2 fois le budget de la France. L'empire parie sur tout et n'importe quoi pour engranger toujours plus de profits. C'est la plus formidable machine jamais créée pour gagner de l'argent. La banque emploie 30 000 personnes qui font circuler l'argent 24 heures sur 24 sur les 5 continents. On dirait des robots. Ils sont programmés pour conserver leur position et leur puissance. De Francfort à Rome, de Londres à Washington, les banquiers de Goldman Sachs ont tissé un réseau d'influence unique au monde. C'est fascinant, le nombre d'anciens de Goldman qui sont aux commandes dans le monde financier. Quelle que soit la nature, le lieu et la violence de la crise, rien ne fait plier Goldman Sachs. Les gouvernements passent, mais Goldman reste. En refusant d'affronter l'un des responsables de la crise économique mondiale, les gouvernements n'ont-ils pas tout simplement abdiqué ? C'est la fin de l'après-midi. Le soleil se couche sur un monde dévasté. Au bout de la route, un énorme dosimètre. Cet appareil qui sert à mesurer la radioactivité qui fait désormais partie du paysage, imposant à tous son règne lourd, obtus et indifférent. Il faut essayer de réduire les radiations. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses à faire chez vous. D'abord, vous pouvez prendre des bouteilles en plastique, les remplir d'eau et les poser sur le bord des fenêtres. Les bouteilles carrées de 2 litres sont très bien. Ensuite, si vous pouvez, essayez de faire dormir l'enfant plutôt au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Et au milieu de la pièce, c'est encore mieux. Car c'est là que la radioactivité est la plus basse. Dehors, plus on est proche du sol, plus c'est radioactif. Ainsi vivent les habitants de la région de Fukushima, s'efforçant de voir l'invisible, de capturer l'insaisissable dans les mailles d'une existence qu'on hésitera désormais à appeler une vie. One Taiwan company to replace workers with 1 million robots. Robots are coming to Foxconn. And most of the iPhones, iPads, and so forth are assembled by Foxconn. 1 million
That's a large number. That's a large number, and they don't get tired. They don't demand better working conditions, and for Foxconn, they don't create a public relations headache by committing suicide. Now, and I want to know who are the companies that are going to be supplying these robots. It seems like a huge opportunity. Absolutely. A lot of those companies are in the United States. A lot of those companies hey, maybe we'll create jobs, actually, out of this. What jobs yes. here in the US? Well, we certainly need them. Virtuel et numérique, un nouveau monde s'est mis en marche il y a moins de 15 ans, presque une éternité. Petit à petit, nous avons laissé entrer les machines dans nos vies, au travail, dans nos loisirs, partout. Nous les avons adoptées parce qu'elles nous rendent service, sans cesse plus rapides, miniaturisées, intelligentes. Jusqu'où laisserons-nous encore aller nos machines ?